נמצאת איתנו ליליאן שוורץ. ליליאן, בבקשה. J'ai 10 minutes, mais passer après Robert Nagar qui était si sympathique, c'est un peu difficile. Hein. J'avais 14 ans quand j'ai quitté l'Égypte et c'était en septembre 1962. J'ai quitté l'Égypte avec mes parents, avec mon frère, et puis bon, pour nous, il y avait eu avant 1956 où les parents parlaient déjà de quitter l'Égypte, mais nous, en tant qu'enfants, on ne savait pas trop pourquoi, on ne comprenait pas. Bon, moi j'avais eu une expérience, mon dernier souvenir, vraiment mon premier souvenir on peut dire, j'avais 4 ans. Ça paraît bizarre mais c'est comme ça. C'est que ça avait dû me marquer terriblement. À 4 ans, j'ai vu passer sous les balcons, devant l'immeuble comme ça, dans la rue, une foule de gens avec des torches à la main et ils brûlaient le Caire. Bon, alors c'est un souvenir d'enfant, mais ça avait dû me marquer parce que franchement, j'ai lu bien sûr des tas de choses sur le Caire qui a été brûlé, mais en tant qu'enfant, sur un balcon qui regarde par la fenêtre, défiler des gens, une foule qui criaient en même temps et qui avaient des flambeaux à la main, c'était quelque chose d'extraordinaire. Bon, c'était après 1952, les parents ont vécu comme ci, comme ça, jusqu'à la guerre de 56, le nationalisme de Nasser et tout ça, on en a déjà beaucoup parlé. Mais en 1956, il y avait eu les arrestations. Et les arrestations, c'est quelque chose qui m'a marqué beaucoup. J'avais 8 ans. Alors, vous voyez, 4 ans, 8 ans. Et qu'est-ce qui s'est passé en 1956 ? C'est qu'on arrêtait les gens en venant la nuit, pendant que nous dormions, ils montaient dans l'immeuble, ils sonnaient aux portes, ils réveillaient les gens et ils arrêtaient les chefs de famille et puis ils allaient, on disait, en internement. Bon, la plupart des gens qui avaient été arrêtés étaient partis après directement à l'avion et directement ils étaient envoyés en Europe, expulsés. Bon, alors qu'est-ce qui s'est passé le jour des arrestations dans notre immeuble? Eh bien, c'était à 2h du matin, il y avait eu un couvre-feu, et nous avions peur à la maison, et mon père, tous les soirs, se préparait, il avait une petite valise qu'il mettait devant la porte, et il attendait qu'on vienne l'arrêter. Et un soir, on a entendu pleurer, crier dans l'immeuble. Mon père a mis son costume, il s'est même habillé très correctement, il avait sa petite valise, il n'a pas ouvert la porte, puis il a attendu. Et nous étions dans l'angoisse comme ça, à attendre. Et puis ça a duré, ça a duré, ça a duré. Et puis à un moment, plus rien. Pas de bruit, pas de pleurs, pas de cris. Ah, que se passe-t-il? Et jusqu'au lendemain matin, personne n'est venu arrêter mon père. Que s'était-il passé? Ben, nous habitions au 8e étage. L'immeuble avait 8 et demi, il y avait 2 appartements en haut. Et donc, les gens, quand ils arrivaient pour arrêter les hommes, ils bloquaient l'ascenseur, puis ils montaient 1 étage, 2 étages, 3 étages. Ils étaient arrivés au 7e. Ils avaient déjà arrêté pas mal de gens. Alors, il y avait le bawab, le portier, le gardien de l'immeuble, qui les accompagnait forcément. Et ce bawab était soudanais. Il était grand comme ça, avec un turban, un gars superbe. Et donc, ce bawab était arrivé au 7e avec les gens qui arrêtaient les gens. Et il demande au bawab, il y a encore des Yaouds là-haut, il y a encore des Juifs là-haut. Le type, il a dit non, il n'y a plus de Juifs là-haut. Il a menti, il a pris des risques. Et les gens sont partis. Ils sont partis. Ils nous ont laissés, nous oubliés. On n'était pas sur la liste. Et voilà, terminé. Mon père n'a pas été arrêté. Et c'est comme ça qu'après la guerre, mes parents ont dit là, il faut partir. Ils ont demandé un visa pour l'Australie, parce qu'on avait de la famille du côté de ma mère en Australie. On avait même un visa pour le Brésil. Et voilà
que mon père demande ce qu'on appelle l'exit visa. Exit visa, le visa de sortie d'Égypte qu'on ne pouvait pas avoir sans aller à la Mogama. La Mogama, c'est la préfecture, le bureau là où on demande les visas de sortie. Et là-bas, c'était aussi un bureau d'investigation. À chaque fois que mon père allait à la Mogama, qu'est-ce qui se passait? Il lui disait « Ah, toi tu es sur une liste noire. » Mais comment je suis sur une liste noire? J'ai rien fait. Non, ben attends, on va faire des investigations. Une autre fois, c'était « Ah, mais tu as fait des fuites de capitaux. » Ah ben, mais j'ai pas fait de fuite de capitaux, qu'est-ce qui se passe? Non, mais on va faire des recherches. Après, c'était, il y a un homonyme qui s'appelle Jacques Aslan Khazan, qui est aussi à Alexandrie, nous on était du Caire, et qui, il avait 75 ans, ce monsieur, mon père était beaucoup plus jeune, et bien ce monsieur, il est soupçonné de je ne sais quoi, et bon, mon père allait pour l'exit visa de 1957 à 1962. Ça fait quand même plusieurs années. En 1960, on lui présente un monsieur, un gars, qui soi-disant va l'aider à obtenir ce fameux visa de sortie. Bon, ce monsieur ne nous a plus lâchés. De 60 à 62, il venait presque tous les soirs chez nous. Il voulait notre appartement, il voulait nos meubles, il voulait nos bibelots. Il a amené une sœur à lui, soi-disant, entre parenthèses, là, sa sœur, qui venait, qui disait « Ah, ces vases-là que j'aime beaucoup, ce sera pour moi, parce que vous n'allez pas emporter des vases, donc ce sera à moi. » Ça devenait un peu lourd. Et puis, un jour, en 1962, mon père arrive de la Mogama et dit « J'ai obtenu le visa de sortie. » Bah, bien sûr, il croit que c'est notre bon ami là, qui a fait quelque chose. Il dit rien, et quand le gars vient, il est toujours pas au courant. Pas au courant? Ah bon? Il dit rien. Jour après jour, le bonhomme, il n'est pas au courant. Et puis il se souvient, mon père, en fait, qu'il ne l'a jamais vu à la Mogama. Jamais vu du tout. Ni dans un bureau, ni dans l'autre. Pourtant, il avait fait le tour du bâtiment. Et il s'est rendu compte qu'en fait, c'était un escroc. C'était un gars, en fait, qui voulait récupérer l'appartement, les meubles et tout ce qu'il y avait dedans, et aussi la ligne de téléphone, parce qu'il était très difficile d'avoir une ligne de téléphone à l'époque. Alors il dit, je vais lui faire une bonne farce, parce qu'on est farceurs, nous les Égyptiens. Donc, il dit rien, nous ne disons rien. Ma mère, tous les soirs, avec lui, prépare une valise, 2 valises. Dans la nuit, ils descendent la valise, ils vont le mettre dans un garage, dans un autre immeuble chez des tantes. Et comme ça, pendant plusieurs jours, on a fait tous nos bagages. Et puis après, il a acheté un billet de bateau, parce qu'il ne voulait pas partir en avion pour ne pas qu'on nous rattrape. Et il a vendu tous les meubles à un revendeur de meubles. Et il a dit au type, lundi, tu viens chercher tous les meubles. Nous, on devait partir samedi. Et on est descendu de chez nous, comme si on allait déjeuner quelque part. Et mon frère, qui avait 16 ans à l'époque, croise la sœur du monsieur. Aïe, il ne fallait pas qu'on nous attrape. Alors il dit à la dame, tu veux rentrer chez nous? Tu veux venir voir mes parents? Mais ils ne sont pas là, nous on doit déjeuner chez des amis, dans la famille, je ne sais pas. Et bien sûr, une jeune femme ne va pas rentrer avec un jeune homme de 16 ans qui avait déjà 1m80, donc elle a juste regardé comme ça dedans. Ah bon, les parents ne sont pas là? Ben je reviendrai demain. Je dis non, non, demain nous sommes invités aussi, mais viens lundi. Viens lundi soir. Oui, oui, comme ça, viens lundi soir. Et mon frère arrive en disant, tiens, regarde, voilà, j'ai rencontré cette dame, etc. Bon, rien du tout, on déjeune chez les tantes. Et puis, après déjeuner, il y avait le chauffeur, une grosse voiture, on monte dans la voiture, on arrive à Alexandrie dans l'après-midi, on dort chez une cousine à ma mère, le lendemain, 4 heures de fouille au port, au moins 4 heures de fouille, parce qu'on était là-bas à 8 heures, à 1 heure, le bateau partait. On est fouillé, on arrive devant le bateau, tout le monde est déjà monté, on nous dit « Ah non, tu es sur la blacklist, tu ne peux pas partir. » Encore une demi-heure de négociation, nous étions 40 valises sur le quai, et voilà, le bateau, tout, il annonce le départ.
la passerelle va se lever, on nous dit non, vous ne pouvez pas partir. Alors, bon, je ne sais pas ce qui s'est passé, il y a dû y avoir une histoire d'argent, quelque chose comme ça. Finalement, on est monté. Et quand le rivage est parti, enfin, quand vraiment on a vu Alexandrie au loin, voilà, c'est là que mon père s'est mis à danser, à chanter, à dire ah, formidable, on est parti, etc. C'est vrai qu'on était aussi un peu triste, mais voilà. Arrivé à Marseille, une semaine après, même scénario, personne pour nous accueillir. Normalement, il y avait quelqu'un de l'AS qui devait venir nous prendre, nous recevoir. Non, on n'avait pas d'argent français. On était sur le quai, 40 valises, et arrive un agent Cook. Que vous arrive-t-il, messieurs, dames? Que vous arrive-t-il? Ah ben, mon père lui raconte. Ben, écoutez, je vous propose de vous emmener. Il avait une petite camionnette. Je prends vos bagages. Voilà ma carte. Je vous amène à la gare Saint-Charles, je crois. Je vous achète les billets de train pour Paris. Et il nous donnait aussi un petit peu d'argent contre quelques dollars que mon père avait. Et nous voilà, on fait confiance à un étranger, un agent Cook. Un agent Cook, habillé avec uniforme, casquette, tout ce qu'on veut. Agent Cook, il nous amène à la gare. Un ange tombé du ciel pour nous. On arrive le lendemain, après avoir passé toute la journée à attendre le train du soir. On dort dans la nuit dans le train. Et à l'arrivée, il y a un cousin qui vient nous chercher, Édouard. Je dis ça pour Clémy qui est là, qui connaît. Donc il vient nous chercher, nous amène à l'hôtel. Et là, nous prenons contact, mon père, ma mère prennent contact avec la AS, l'agent juive, etc. Et avec la carte du monsieur, ils se sont occupés de payer les bagages, de les rapatrier. Tout était rentré dans l'ordre. Voilà, comme ça, nous sommes arrivés à Paris. Merci.